Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des héros. Parce qu'ils sont nos héros des temps modernes, qu'ils poursuivent leurs rêves sans reculer, nous inspirent et contribuent à un monde meilleur, j'ai voulu donner la parole aux entrepreneurs à succès afin qu'ils nous divulguent tous leurs secrets. Installez-vous confortablement et découvrez avec moi l'aventure incroyable de ces entrepreneurs. Leur parcours, leur histoire, leur réussite, mais aussi leurs coups durs, leurs challenges et leurs détours qui leur ont permis d'arriver là où ils sont aujourd'hui. Ils nous confieront également leur quotidien et leur méthode de travail et nous apporteront tous leurs conseils d'experts dans leur domaine. Je m'appelle Flore Léveillé et je suis coach business et inspiratrice. J'accompagne les entrepreneurs d'hier et de demain à développer une activité pleine de sens, pour eux comme pour le monde, à innover, se distinguer et vivre leurs rêves. Avec plus de 14 000 followers sur les réseaux sociaux, je partage quotidiennement mes prises de conscience, enseignements et idées avec authenticité et bien d'humeur. J'anime également des ateliers, des masterclass et des stages grâce auxquels je communique ma passion de l'entrepreneuriat et tout ce qui s'y rapporte. Aujourd'hui, j'accueille Bastien Beaufort, directeur adjoint de la marque Guayapi. Bonjour Bastien. Bonjour. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Moi, je suis super heureuse de t'accueillir sur ce podcast. Je me souviens, j'ai connu Guayapi quand j'étais en reconversion en naturopathie. Je faisais des études à ISUPNAT d'ailleurs, et j'ai eu la chance de te rencontrer, de rencontrer Guayapi, de venir directement dans votre boutique à Paris. Et franchement, j'étais tombée, mais encore plus amoureuse de la marque parce que tu avais vraiment pris le temps avec moi de me parler de votre histoire, de l'éthique de la marque, de la philosophie, de votre manière de travailler. Et bon, évidemment, tu vas en parler beaucoup mieux que moi. Alors, Bastien, est-ce que tu peux nous parler un peu de Guayapi pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas ou très peu? Qu'est-ce que c'est Guayapi? Donc Guayapi, effectivement, c'est une entreprise de commerce équitable, de produits écologiques, plus précisément de plantes de cueillette sauvage en fait. Des plantes qui viennent de lieux hauts en nature, hauts en biodiversité. On travaille en effet principalement dans le sourcing en fait. On va vraiment sourcer des matières premières des plantes en Amazonie, qui est le plus grand laboratoire phytothérapeutique de la planète justement, et en plus qui est une région, la matrice culturelle de populations amérindiennes, près de 500 populations différentes, donc vraiment une grande diversité biologique et culturelle. Et on travaille aussi au Sri Lanka, où nous avons des activités aussi d'écotourisme. On a un écolodge de 20 hectares de terre qui est une forêt reconstituée. En fait, on a travaillé avec des écologistes pour reconstituer une forêt d'origine afin d'en profiter en tant qu'écotouriste. Et on a aussi des productions de plantes là-bas. Et donc tous ces produits, on les importe en Europe, en France. Et on va les valoriser dans des super aliments, des compléments alimentaires, des cosmétiques aux formulations très originales, innovantes, et des produits d'épicerie fine. Voilà. Et donc on est distribué dans un réseau de 3000 boutiques spécialisées biologiques. Ça fait 30 ans cette année, c'est les 30 ans de la marque. C'est une entreprise familiale, donc moi c'est ma mère Claudie Ravel qui a créé l'entreprise il y a 30 ans. Quand elle était enceinte en fait de moi, donc c'est vraiment une entreprise familiale. On peut dire que j'ai baigné dedans depuis tout jeune. J'ai eu la chance aussi d'aller sur ces terres d'origine en Amazonie, au Sri Lanka, de très nombreuses fois. Moi aussi, je me suis spécialisé ensuite à travers un doctorat en géographie sur la région de l'Amérique du Sud et de l'Amazonie. Donc voilà, et aujourd'hui je suis donc directeur adjoint et je prends la suite. Ma mère est toujours là, mais on est une équipe indépendante, familiale et une petite société mais heureuse et effectivement très engagée. Voilà. Ok, génial, merci Bastien, ça vend trop du rêve. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de la philosophie de Guayapi? Ouais, bien sûr. En fait, l'idée de départ, c'était de se rendre compte que dans le monde entier, il y a des populations autochtones, paysannes et traditionnelles qui sont souvent marginalisées, voire discriminées, qui ont des savoir-faire et des produits exceptionnels, et eux-mêmes, ces populations, protègent en fait des écosystèmes traditionnels. L'idée d'origine, c'était aussi, ma mère en fait, elle a grandi à la campagne,
dans une alimentation naturelle avec les légumes du jardin, les poulaillers, la volaille. Et en fait, aussi, elle a eu une éducation, mes grands-parents, très ouverte à la fois sur le voyage. Il y avait beaucoup de livres, ils n'avaient pas l'argent pour voyager, mais il y avait beaucoup de livres sur les médecines du monde, sur les voyages, les savoirs des peuples, l'homéopathie aussi. Et donc en fait, l'idée de Guayapi, ma mère l'a eue en 1987 quand elle était enceinte de moi. Donc j'ai 32 ans aujourd'hui. Et il y a eu 3 années d'études de faisabilité pour justement essayer de revenir à ses racines un peu familiales. Comment valoriser des bons produits, bons pour la santé, bons pour le bien-être, mais avec ce tropisme vers des régions comme l'Amazonie ou le Sri Lanka, qui étaient complètement, enfin, très méconnues, qu'ils sont toujours d'ailleurs, et surtout sous-valorisés, dans le sens où peu de gens finalement connaissent la valeur spirituelle, même matérielle, de tous ces incroyables produits, de toutes ces plantes exceptionnelles que nous offre la nature et ses peuples en fait. Donc ouais, l'idée de départ, c'était un peu ça. Revenir à des racines traditionnelles, finalement, de chez nous aussi, hein. Guayapi, on adore les produits locaux, on adore la saisonnalité. L'idée, c'est pas d'aller contre ça du tout. C'est vraiment celle du commerce équitable, en fait. Le commerce équitable, c'est vraiment cette idée de travailler directement avec des producteurs à un prix juste, qui leur permette, en fait, d'atteindre l'autonomie et de vivre dignement. Donc ça, c'est le premier critère, social, commerce équitable. Et après, il y a les 2 autres critères fondamentaux de Guayapi qui fondent notre éthique, c'est le bio, c'est-à-dire que tous nos produits sont biologiques ou naturels de cueillette sauvage, donc aucun intrant chimique, on va protéger la terre qui va donner les nutriments aux plantes, on bannit aussi évidemment les extractions de molécules de synthèse, tout ce genre de choses. C'est pas du tout la philosophie, on va travailler uniquement avec les totems de plantes. En phytothérapie, le totem, c'est la notion de globalité, de totalité, de partie active d'une plante. Ce qu'on voit, c'est que dans la nature, il y a un équilibre vitaminique et minéral qui fait que les plantes, les produits vont être très doux pour l'organisme, sans effet secondaire ou effet d'accoutumance. Et le dernier critère, c'est la biodiversité. C'est vraiment donc aller au-delà du bio, au-delà du commerce équitable, travailler sur cette richesse qui est le futur, qui est vital pour l'humanité. La biodiversité, c'est les environnements, la diversité des espèces biologiques, mais aussi la biodiversité, c'est les savoirs, c'est les langues, la diversité culturelle et les savoirs des populations autochtones. On le voit aujourd'hui, il n'y a pas une science, il y a différentes sciences, il y a différents modes de savoir, il y a différentes visions du monde. Le but, c'est pas de les opposer, c'est de travailler ensemble et de voir comment on peut articuler ça, mais pour construire le monde de demain. Et effectivement, là, on arrive à un discours plus politique de Guayapi, mais c'est vraiment ça les 3 critères: biologique, commerce équitable et biodiversité. Ok, wow. Ouais, c'est vraiment une magnifique philosophie et je suis tellement heureuse et je pense qu'on va apprendre énormément de choses, grâce à toi et grâce à Guayapi aussi, à tous les entrepreneurs qui nous écoutent, parce que c'est avant tout des entrepreneurs qui nous écoutent, mais c'est aussi des consommateurs et moi je sais que concrètement, que ce soit le guarana ou la griffe de chat, c'est des produits que j'ai toujours chez moi parce que concrètement, c'est tellement, en fait, c'est tellement puissant comme produit, c'est assez dingue. Et tu me disais, donc toi, c'est une entreprise familiale. Mais comment et pourquoi tu t'es arrivé à travailler pour Guayapi? Parce que tout à l'heure tu nous as brièvement parlé de ton parcours. Est-ce que tu peux nous reparler un petit peu plus en détail de ton parcours et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dirigé vers Guayapi? Est-ce que finalement depuis toujours tu savais que tu allais travailler pour Guayapi, avec ta mère du coup, dans cette entreprise familiale, ou c'est finalement un choix qui s'est fait petit à petit et voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est une super question d'ailleurs qu'on m'a souvent posée, à laquelle j'ai eu du mal à répondre, mais maintenant que j'ai un peu plus mûri, on va essayer. Mais ouais, c'est à la fois les deux, c'est à la fois quelque chose que j'ai toujours eu dans moi et en même temps quelque chose qu'on construit. Je suis pas arrivé là du jour au lendemain. Et après, il y a une chose importante qu'il faut dire dans l'histoire de Guayapi, c'est la rencontre qu'a eu ma mère en fait avec les Indiens Sateré-Maoé, qui ont mis en place le projet Warana, du nom de cette plante que tu as citée, qui est un puissant dynamisant physique et intellectuel et qui est un principe de la connaissance chez les Indiens. Et en fait, ce projet, il est emblématique à plein de niveaux. Aujourd'hui, on a 25 ans de projet. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que les enfants de ceux qui ont initié le projet avec ma mère sont aussi actifs là-bas. Okay. Et donc, ça, c'est très puissant parce que du coup, on est comme une famille. Enfin, on n'est plus du tout dans un business. Il y a le business,
mais le business, il va servir une famille, mais aussi une cause qui est politique, qui est comment un peuple amérindien est déterminé à s'autogérer avec un produit emblématique qui est un peu convoité par le monde entier. Hein. Le guarana, c'est très très convoité par les grandes industries alimentaires, pharmaceutiques, etc. Et donc ce projet, c'est une réponse. On le voit, rien qu'avec les Red Bull. Exactement, clairement tu l'as cité, et c'est clairement ça. Hein. Les enjeux, on pourra en reparler, mais quand on travaille sur des plantes puissantes comme celle-ci, on soulève effectivement des convoitises et en fait nous on veut proposer quelque chose de nouveau, d'alternatif, qui soit un chemin plus juste et plus durable évidemment pour les hommes et l'environnement. Donc sur mon parcours, effectivement, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être sensibilisé, dès le berceau, à toutes ces plantes, à tous ces produits, à la bonne alimentation. J'ai goûté ces plantes amazoniennes très jeune. J'ai voyagé là-bas très jeune. Mon premier voyage en Amazonie, c'était à l'âge de 7 ans. Okay. Mon premier voyage au Sri Lanka, ça a été à l'âge de 3 ans. Le Sri Lanka, j'y suis retourné quasiment tous les ans depuis, parce qu'on a nos activités là-bas, mais on pourra y revenir. C'est aussi le berceau à la fois de la médecine ayurvédique, donc c'est la science de la vie, l'ayurveda, et ils ont tout un ensemble de végétaux, de méthodes, de pratiques, de savoirs très puissants. Et en plus, c'est le berceau du bouddhisme du petit véhicule, qui est extrêmement riche d'enseignements, notamment au niveau écologique, avec par exemple l'approche sur les forêts, qui me tient beaucoup à cœur, dont on pourra reparler. Comment recréer des forêts, c'est ça aussi le futur de l'humanité. Donc voilà, tout petit, j'ai versé là-dedans, alors de manière inconsciente, clairement. Et après, j'ai toujours bossé pour Guayapi. On fait beaucoup de salons. Tu as dû en fréquenter, on a dû se connaître dans les salons Marjolaine, autrement, les salons du secteur des produits bio, etc. Donc voilà, je vendais des boîtes de chewing-gum, parce qu'on fait des petits chewing-gum au guarana, à la cérola, des choses comme ça, sur les salons. Et après, vraiment, ce qui a été déterminant, j'ai eu plusieurs, pas des révélations, mais j'ai eu plusieurs prises de conscience progressives, pas à pas, qui ont fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de m'engager pleinement pour reprendre et faire cette transmission de société, parce qu'elle me paraît très importante. Donc, la première prise de conscience, ça a été mon premier voyage tout seul au Brésil et en Amazonie, avec mon meilleur ami d'ailleurs, Sébastien Wolf, et d'autres amis avec qui on a écrit le livre, le Guarana, Trésor des Indiens Seteremawe, qu'on a publié aux éditions Yves Michel en 2008. Donc ça, c'était en 2006, j'avais 17 ans, on a fait un voyage de 2 mois de Rio qui nous a mené Rio de Janeiro, au sud du Brésil, jusque chez les Indiens Sateremawe, au centre de l'Amazonie, à 4000 km. Et c'était un voyage initiatique incroyable, évidemment. Et on a passé 1 mois en forêt avec les Indiens, avec le Obadias Batista Garcia, qui est l'initiateur du projet Guarana. On a fait 85 communautés de la terre indigène, on a rencontré les producteurs, les autorités politiques des Indiens pour expliquer qu'est-ce que c'est le but du projet Guarana. En fait, on accompagnait Obadias, qui lui est un Indien très visionnaire, très clairvoyant, qui a été l'initiateur de ce projet et qui a toujours dit nous, Amérindiens, nous devons être autonomes politiquement, économiquement, scientifiquement, au niveau éducation, si on veut avoir un avenir dans ce monde. Et nous, on était un petit peu au service de ça, en représentant, Guayapi, en tant qu'acheteur international des produits des Indiens. Okay. Et revenu de ce voyage, on avait énormément de mythes fondateurs. Il faut savoir que chez les Amérindiens, ce qui est intéressant, c'est que le mythe, c'est pas une fable, c'est pas une petite histoire qu'on se raconte comme ça. Ouais. Le mythe, c'est vraiment un moyen d'expliquer la réalité. Donc en fait, le mythe chez les Amérindiens, c'est quelque chose qui est aussi puissant que la science chez nous. C'est vraiment le but, c'est de comprendre la réalité. D'accord. Et dans les mythes, ce qui est fou, c'est que les animaux parlent, les plantes sont dotées de conscience. Il y a une interrelation comme ça de l'homme dans la nature qui est complètement très incroyable au début pour nous, de notre point de vue occidental européen, mais qui en fait devient très réel quand on l'approfondit. Et notamment le mythe du Guarana, qui est magnifique, qui parle notamment d'une prophétie. En fait, les Indiens disent que le Guarana va sauver leur communauté, puis l'humanité entière. Donc voilà le mythe du Guarana. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'écrire ce livre, qui raconte plusieurs des mythes fondateurs des Indiens. Donc ensuite, je suis revenu en France, j'ai continué mes études, j'ai fait une école de commerce, donc économie et administration. Et ensuite, le deuxième voyage c'est les voyages finalement qui m'ont forgé, qui forment la jeunesse. C'est vrai. Si on peut voyager, il faut vraiment le faire. Je crois que vous le faites vous aussi, et c'est super.
C'est comme ça, je trouve, qu'on s'ouvre au monde. Et le deuxième voyage, c'était un échange étudiant que j'ai fait un peu plus tard, à l'âge de 21 ans, au Pérou. Donc j'étudiais à l'université à Lima et en même temps je travaillais en Amazonie avec les Indiens Shipibo, donc un autre peuple amérindien, avec une ONG française sur des projets de reforestation. Et justement dans le projet j'ai amené la vision du commerce équitable, où le fondement du commerce équitable c'est trade not aid, donc c'est on veut du commerce, pas de l'aide. Ça c'est la phrase qu'avaient dit les pays non alignés à la conférence des pays non alignés d'ailleurs de 1957. C'était un message adressé de 57 pays non alignés dans la guerre froide qui disaient aux pays occidentaux, nous on veut du commerce équitable, on veut pas de la charité. Ouais, complètement. Ça c'est un principe très important en fait. Bah, complètement. Et ça c'était un voyage incroyable, enfin fondateur, parce que le Pérou c'est un pays magique, d'une puissance extrême, avec des diversités de cultures, d'histoires, d'ancienneté de civilisation, une gastronomie aussi, des paysages, tout est... Il y a 1000 mondes dans un monde au Pérou, et ça a été vraiment fondateur. Donc, j'ai eu beaucoup d'expérience là-bas avec les populations amérindiennes, et donc ça, voilà, ça m'a permis de aussi me connecter avec le mouvement Slow Food, dont on fait partie, qui est un mouvement justement italien à la base, mais qui est devenu un mouvement mondial. C'est rigolo. C'est un mouvement mondial en fait de défense des produits alimentaires traditionnels pour une nourriture bonne, propre et juste. Et en fait, le warana des Indiens Sateremawe a été sélectionné par Slow Food comme un produit sentinelle. Les produits sentinelles, c'est des produits bons, propres et justes à sauvegarder, dont on va essayer de relancer les filières avec les producteurs en fait. Voilà. Et enfin, fort de toutes ces expériences, je m'étais diplômé de mon école de commerce, j'avais 23 ans. Justement, il y avait la responsable commerciale et de communication de Guayapi qui partait en congé maternité à l'époque, donc il y avait un poste à temps plein qui se libérait, mais en même temps, j'avais envie d'approfondir mes expériences en Amérique latine avec les sciences sociales, que j'ai toujours adoré parce que mon père m'a offert un livre qui m'a marqué aussi quand j'avais 17 ans, qui s'appelle Triste Tropique de Claude Lévi-Strauss, qui est le plus grand classique en fait de l'ethnologie et de l'anthropologie moderne. Et en fait, c'est un livre magnifique, c'est une espèce d'appel au relativisme pour dire les Européens, on n'est pas au-dessus du reste du monde. Il faut écouter les sagesses des peuples du monde entier. Et c'est un peu ça. Enfin, je vous invite vraiment à lire ce livre Triste Tropique, parce que c'est à la fois un livre d'aventure, de voyage, et en même temps c'est un livre philosophique sur vraiment la destinée humaine dans ce monde et la diversité culturelle. Et du coup, je me suis... Ouais, ça marche. Et après, j'ai fait un master en sciences sociales en travaillant chez Guayapi, en parallèle, à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Et ce master m'a permis d'avoir la chance de faire un doctorat. J'ai eu cette possibilité, une thèse en géographie, en fait. Qui n'était pas ma discipline d'origine, mais qui convenait bien à cette étude de relation homme-milieu. En fait, la géographie, c'est vraiment la science de la Terre, mais la science de la Terre avec les hommes, en fait. Donc c'est une science qui paraît un peu chiante pour beaucoup de gens. Même moi, au lycée, c'était pas du tout... Enfin, c'est le truc un peu roboratif où il faut apprendre plein de données, on sait pas, mais en fait, la géographie, c'est une science qui a beaucoup d'avenir dans le sens où elle parle de l'aménagement des milieux, de l'environnement et de la relation de l'homme avec ces milieux, et ça, c'est passionnant. Ouais, complètement. Et voilà, et du coup, ça a été un long tunnel, la thèse, ça a duré plusieurs années, mais ça m'a permis d'avoir une base théorique plus solide par rapport à toutes ces questions, et aussi de faire 1 an de terrain en Amazonie, dans différents endroits. En tout Génial. Là, c'est vrai que avec ce bagage, là, je me suis dit, ok. Ouais, là, t'es incollable, c'est bon. Je suis prêt pour rejoindre l'aventure Guayapi à plein temps, et c'est ce que j'ai fait, et je ne regrette pas du tout. Enfin, c'est vrai que ma mère, qui est restée seule à la barre de Guayapi, d'une certaine manière, elle a jamais ouvert son capital. Elle a pas voulu grossir comme plein de collègues dans le milieu du bio, qui ont ouvert le capital, qui sont devenus très grands. Et c'est bien, mais Guayapi, c'était pas ça. Et donc, voilà, elle m'a dit, viens vite, finis ta thèse et tout. Et voilà, c'est bon, maintenant, depuis 2 ans, j'ai rejoint Guayapi avec tout ce bagage aussi. Et j'ajoute une dernière chose, par rapport au Sri Lanka, du coup, que j'ai évoqué. Au Sri Lanka, on travaille beaucoup avec un éminent docteur en écologie des systèmes. Le premier docteur en écologie des systèmes de l'île, du Sri Lanka, qui s'appelle le docteur Ranil Senanayake, qui est un grand homme aussi, qui a développé un concept de restauration des écosystèmes. Qui s'appelle la forêt analogue. Alors, la forêt analogue, c'est un principe très important, c'est
un système de sylviculture, donc on va travailler avec des plantes et des arbres, qui vise à imiter la forêt mature. D'accord. Donc ça veut dire qu'on va imiter une forêt et on va recréer un écosystème avec ces micro-habitats pour les animaux, on va recréer une forêt qui séquestre du carbone et qui produit de l'oxygène, qui lave l'eau, enfin tous les services des écosystèmes d'une forêt. Et donc j'ai eu de la chance aussi de me former auprès de ce monsieur en forêt analogue. Et donc c'est ce qu'on a fait au Sri Lanka dans notre écotourisme. Typiquement, le Sri Lanka c'est un exemple de tout ce dont on parle. C'est un pays qui, bon, c'est le berceau du bouddhisme. Pendant 2000 ans, le pays était resté à 90% de couverture de forêt tropicale. Les Anglais sont arrivés en 1850 pour la colonisation. En un siècle, ils ont déforesté 90% des forêts de l'île pour planter. D'accord. Et donc, j'attire votre attention, tous les entrepreneurs, les belles images de cartes postales qu'on vend du Sri Lanka avec des monocultures de thé, c'est des images, c'est une réalité coloniale. Avant, c'était des forêts. Et donc, le projet qu'on a là-bas, c'était une ancienne monoculture de thé de 20 hectares. Il y avait plus de biodiversité, il y avait une quinzaine d'espèces d'oiseaux, il faisait chaud, etc. Et maintenant, c'est une forêt abondante. Il y a 200 espèces végétales utiles, aromatiques, cosmétiques, alimentaires. Il y a 115 espèces d'oiseaux. Ça, on l'a mesuré. En 20 ans, on a fait revenir des espèces endémiques d'oiseaux. Et c'est réel. Et ça donne beaucoup de courage parce que ça veut dire que, voilà, planter des arbres, ça prend du temps. Mais en même temps, ça veut dire restaurer la planète très rapidement. Si on met l'énergie dedans. Et ça, voilà, c'est super, quoi. Complètement. J'adore ce que tu dis et ça me fait penser à quand j'étais, mon mari est d'origine mauricienne et quand on était allé, on est allé plusieurs fois à l'île Maurice du coup et c'est exactement ce qui s'est passé aussi. Tiens, encore les Anglais qui ont là aussi déforesté une grande partie de l'île Maurice pour planter de la canne à sucre et du thé également. Et c'est terrible parce que justement, il y a énormément d'espèces d'oiseaux qui ont disparu. Là, ils essayent petit à petit de repeupler. Je crois qu'il reste vraiment quasiment rien en forêt primaire. Enfin, tellement ça a été rasé de partout et pareil, on voit énormément de cartes postales de l'île Maurice, mais derrière avec le dodo. Voilà, avec le dodo qui n'existe plus puisqu'il a été aussi tué par la colonisation. Et maintenant, il y a les hôtels qui s'en mêlent avec, malheureusement, c'est aussi terrible pour les coraux, etc. Donc c'est super intéressant ce que tu nous racontes là. Et ce que j'adore aussi, c'est de voir à quel point t'es passionné par ce que tu nous parles. Et tu sais, parfois on peut avoir cette vision, Guayapi, c'est quand même une marque assez connue. On peut s'imaginer que le directeur adjoint, il va nous parler de chiffres, de rentabilité, de business, de machin. Et quand on voit que tu nous parles vraiment de Guayapi, de toute cette philosophie, de cette éthique, et au-delà juste de la philosophie, concrètement de la mise en action et de tout ce que tu as fait, et pas que toi, mais aussi vraiment ta mère, etc., tous ceux qui travaillent chez Guayapi et vos partenaires, etc. Et c'est vraiment beau de voir que, encore une fois, là finalement je m'adresse un peu aux entrepreneurs, qu'on peut avoir une activité qui fonctionne, mais qui a énormément de sens, non seulement pour soi, mais aussi pour l'humanité tout entière. Et c'est ce qui, j'imagine que c'est aussi un peu ce qui te donne envie de te lever tous les matins, quoi. Ouais, je pourrais pas me lever pour faire en fait, t'as dit plein de choses. C'est-à-dire que d'une part, il faut qu'on remette l'économie à sa juste place. Il faut pas croire que l'économique, le financier, c'est fondamentalement mal dans la mesure où, en fait, les marchés, l'économie, les échanges, c'est des institutions humaines qui relèvent plutôt de la culture et c'est au même titre que l'art, que la gastronomie et toutes ces choses. Mais par contre, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, il y a un primat, il y a une domination, on va dire, des notions financières, économiques sur toutes les institutions humaines et ça va pas. Ouais. Ça va pas. Et c'est là où, effectivement, je pense qu'on peut mettre en place des business models qui soient justes. D'ailleurs, ça dépend pas seulement du type de structure. Nous, par exemple, on est une société SARL, donc une société à responsabilité limitée. C'est très bien adapté aux sociétés familiales, mais qu'on soit une association, une coopérative, tout est possible. Et finalement, il y a de l'engagement. Par exemple, nous, Guayapi, souvent, donc notre activité, c'est importateur-distributeur. Donc là, on parle un peu des choses plus théoriques, mais au jour le jour, je me lève, je vais vendre du guarana et des plantes de la forêt. Voilà. Et souvent, encore aujourd'hui, alors ce qui est bien, c'est qu'on voit que le marché, la société évolue. Et les gens disent, nous, on veut de l'éthique, de plus en plus. Ils veulent du bio, de l'équitable. Alors ça, c'est super. Mais ce qu'on voit, c'est que le critère souvent discriminant
pour vendre ou acheter un produit, c'est le prix. Ouais. Et nous, on répond toujours, mais attendez, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On peut pas avoir de l'éthique. Au-delà des labels, quoi. Je veux dire, de l'éthique au sens, qui sont tes producteurs, comment ils travaillent, quel type de produits ils vont te donner, et que ce soit pas cher. Le pas cher, c'est une fausse illusion qui est en fait issue des sociétés de consommation, qui se sont formées au 19e, 20e siècle, qui se sont accélérées avec le modèle français de la grande distribution alimentaire. Complètement. Où on nous fait croire vraiment que c'est pas cher, qu'on va gagner du pouvoir d'achat. C'est pas vrai. Les économistes et les écologistes, ils parlent des externalités négatives. C'est-à-dire que quand on paye quelque chose de pas cher, ça veut dire que quelque part dans le monde, il y a un coût pour quelqu'un ou pour l'environnement. En ce moment, il y a des débats, il y a plein de débats là-dessus. Et en fait, le prix juste, c'est celui qui bénéficie à tout le monde, tout au long de la filière, du consommateur, alors, les coproducteurs, dans Slow Food on les appelle, l'acte de manger, l'acte d'acheter, c'est un acte politique qui a un impact sur toute la filière. Et ça passera pas par des prix au rabais, ça passera pas par le non-respect des filières humaines où chacun a sa place, et donc la transparence, elle est fondamentale, ça c'est clair. Complètement. Et ce que tu dis aussi, enfin, c'est aussi très en lien avec le minimalisme et choisir avec soin ce qu'on achète et ce qu'on a envie ce à quoi on a envie de participer en fait sur cette planète. Et j'ai adoré aussi ce que tu as dit sur du commerce, pas de la charité. Et en fait, c'est vrai que souvent enfin, finalement, la charité, c'est pas durable, quoi. Alors que recréer du commerce, justement, c'est pas une mauvaise chose de parler de chiffres et de parler enfin, concrètement, voilà, remettre le commerce à sa place. Et le commerce international, c'est pas juste des des grandes boîtes, voilà, comme Danone, Yoplait, etc. Enfin, c'est aussi, le commerce international, c'est aussi, redonner, sa place enfin et participer finalement à une culture redonner une voix aussi à certains peuples qui sont oubliés, enfin donc c'est aussi vachement beau et je suis complètement d'accord avec toi, si on choisit justement les produits qu'on veut acheter, on n'a pas besoin d'avoir finalement 50 pots de Guarana chez soi. On peut en avoir un et puis quand on en a plus, on en rachète à la rigueur. Mais finalement, ça remet un peu. Enfin, je pensais. Je pense que ça nous est tous arrivé d'aller chez quelqu'un et puis il a son placard rempli de trucs qui débordent, de 50 packs d'eau, voilà, parce qu'on peut acheter en gros, etc., parce que c'est moins cher. Et est-ce que vraiment, finalement, c'est cette vie-là à quoi on aspire et ouais. Ouais, c'est ça, il y a plein d'exemples, hein. On peut les multiplier, mais sur ça, Slow Food, pour le coup, il y a des très bons exemples. Vous qui êtes justement en Italie en ce moment, vous verrez ce mouvement, il est très intéressant. Par exemple, dans un rayon de supermarché, il y aura toujours un rayon chips. Ouais. Et le rayon chips, vous y allez, vous allez avoir au moins 25, 30 marques différentes, sans compter les saveurs, les déclinaisons, des pommes de terre, ok? Ouais. Bon, les gens disent, ah, c'est pas cher, 2,99€, promotion, 2 achetés pour le prix d'un, tac, tac, ok. Mais on va regarder le prix au kilo. En fait, souvent, le prix au kilo des chips, en fait, on est plutôt, donc c'est de la pomme de terre, hein, globalement. Oui. On est sur des trucs hallucinants, hein, 40, 50€ le kilo, des prix quand même, enfin, des bonnes viandes, par exemple, des bons poissons, ça coûte moins cher que ça, hein, ça coûte souvent 2 fois moins cher que ça. Alors, ok, en plus on regarde un peu plein de gras saturés, beaucoup de sel, des aromatisants, des choses chimiques, on sait pas d'où ça vient, etc. Alors que la pomme de terre, ça vient du Pérou, qui est le centre d'origine. Au Pérou, vous avez 700 espèces de pommes de terre différentes. Alors, nous, toutes nos chips en Europe, elles sont faites à partir de, globalement, 2 espèces. Il y a 3000 variétés là-bas, il y en a des multicolores, violettes, il y en a des crémeuses, il y a de tout type, il y a des recettes incroyables. Et là-bas, la meilleure pomme de terre du monde, elle va jamais coûter plus de 4 ou 5€ le kilo au producteur. Ça, c'est un exemple comment une filière peut, en fait, déstructurer la notion des prix pour arriver à quelque chose qui est artificiellement bas. Je veux donner un autre exemple vu qu'on aborde le sujet, c'est clair, hein. En France en ce moment, je sais pas si vous savez, il y a le plus gros groupe laitier, un des plus gros groupes laitiers mondial est en France. Je vais pas le citer parce que je représente Guayapi, mais ce groupe, il faut savoir que ses dirigeants font partie des 10 plus grandes fortunes de France.
Actuellement, ce groupe, il est en train de négocier et faire pression avec les coopératives d'éleveurs pour rabaisser le prix d'achat au litre du lait aux éleveurs, qui est de l'ordre de 17 centimes le litre. Il veut le rabaisser encore parce qu'avec la crise, je sais pas quoi, à 14 ou 13 centimes. D'accord. Alors que déjà, avant la crise, les éleveurs, ils manifestaient depuis très longtemps parce que les éleveurs, les 2/3, ils gagnent moins de 700 € par mois. Et là, il y a un problème parce que finalement, enfin, je veux dire, il y a plein de questions qui se posent. Ça, c'est sûr. Comment un humain peut vivre décemment avec 700 € par mois? Question, au 21e siècle en France. Comment on peut produire un aliment de qualité à 14 centimes le litre? Question, le lait. Quel intérêt nutritif pour notre population aujourd'hui? C'est sûr. Voilà, c'est sûr que ça soulève énormément de questions, tout ça. C'est qu'on va trouver aujourd'hui en rayon du lait enrichi en vitamine E, parce qu'en fait, les bêtes qui paissent dans les prairies, elles n'ont plus assez de vitamines dans le sol parce que tout est déglingué, tout est bon. Ouais, là, on se dit qu'il y a un énorme problème. Mais par contre, le guarana, c'est trop cher. Voilà, par contre, exactement. Alors, voilà, par contre, attention, et puis bon, avec vos plantes qui viennent de loin, vous êtes bien gentils, les Indiens, on a d'autres chats à fouetter en France, et c'est vrai, on a des problèmes, sans doute. Mais je peux vous dire que les Amérindiens, ils ont quand même connu un génocide, ils ont connu d'autres problèmes. Voilà, donc, on relativise. Et donc, le minimalisme, c'est ça aussi, c'est-à-dire que Guayapi, on va proposer principalement dans les super aliments des totems de plantes. Donc, quand vous achetez des boîtes, c'est 100% pure poudre de plantes, que ce soit le Mirapoama bois-bandé, le Guarana, l'Omnia de Gato, etc. Et donc, ok, il y a un prix affiché qui paraît élevé, mais en fait, on en a pour très longtemps. On en utilise un petit peu. C'est des produits puissants qui font du bien et qui ont des externalités plutôt positives, quoi. Ouais. Oui, ils sont puissants, je confirme. Moi, quand je prends rien que ce soit la griffe de chat ou le guarana, mais j'en ai un tout petit peu, mais après je pète le feu, mais ça vaut plein de café, quoi. Ça, d'ailleurs, c'est bien meilleur pour la santé que le café. Hein. Mais ça, on va pas lancer le débat dessus. Bon, si on revient à toi, Bastien, parce que là, je pense que franchement, on pourrait en parler des heures tellement c'est un sujet passionnant. Toi, en tant que directeur adjoint, franchement, ça veut dire quoi, directeur adjoint? C'est quoi tes missions et ton travail au quotidien? Alors, très bonne question aussi. Eh ben, le directeur adjoint dirige, conjointement avec la directrice fondatrice, voilà. Ouais. Donc, on n'est pas tout seul quand on est adjoint, mais quand on est directeur, c'est vrai qu'on doit faire tout. Donc, il faut avoir déjà, je pense, une bonne résistance au stress. C'est pour ça que les plantes adaptogènes qui nous aident à au stress sont très utiles. Le guarana pour l'énergie, on peut parler du gonfrénage, je sais pas si tu as testé, mais c'est plutôt son acolyte, c'est l'opposé complémentaire pour la détente. Donc ça, c'est très important. De savoir prendre de la distance, prendre du recul. En fait, c'est faire, hein, globalement, expérimenter, se tromper, réessayer, garder la foi. Et là, c'est vrai qu'encore une fois, les plantes amazoniennes aident parce qu'on est connecté à des réalités très puissantes, qui ont des histoires très fortes. Et c'est vrai que, par exemple, alors dans mon travail, il y a une partie du temps qui est ici en France, à Paris, où on est basé, mais il y a toute l'autre partie, et c'est la moitié du temps, qui est sur le terrain. En Amazonie, au Sri Lanka, au Pérou, où on va sourcer les matières premières. Alors évidemment, le plus passionnant, ce qui me fait vibrer, c'est d'être sur le terrain, mais surtout, ça recharge en énergie parce que on relativise les problèmes qu'on peut avoir ici. Parfois, ici, aujourd'hui on n'a pas fait beaucoup de chiffres, on commence à psychoter, est-ce qu'on va payer les salaires, machin. Ça arrive, hein, ça c'est clair, je pense que tous les entrepreneurs savent très bien de quoi on parle. Mais c'est vrai que cette possibilité pour moi d'aller recharger l'énergie dans ces lieux hauts en nature, hein, il faut le dire aussi, hein, en Sri Lanka, en Amazonie, on est dans des lieux extrêmement riches en nature et en culture, ça permet de revenir très fort et d'un seul coup on a vraiment une espèce de, enfin moi j'ai vraiment une espèce de foi en me disant voilà, je me bats aussi pour des gens à l'autre bout du monde, on est interreliés, ces gens portent un message, enfin l'aspect vraiment, oui, ce qu'on disait quoi, intérieur, politique, spirituel de notre activité, c'est-à-dire qu'on n'est pas là en train de dire moi aujourd'hui je vais vendre tant et tout, non, c'est pas ça qui nous anime. C'est un moyen. Il faut que l'activité économique au fond soit un moyen pour des causes, et c'est pour ça encore qu'aujourd'hui il convient de dire que il s'agit de mettre le marketing au service de l'éthique et non pas l'inverse.
Le marketing au service de l'éthique, c'est des objectifs, mais on va partir de quelque chose de concret, qui soit pas vide, qui soit pas ce qu'on a lu à gauche, ce qu'on a vu à droite. C'est quelque chose qui nous appartient, et ça, je reste à disposition des auditeurs pour en parler plus, parce que on en parle beaucoup avec les Indiens Sateré-Maoé autour des cérémonies de consommation du warana en Amazonie, qui s'appelle l'eau de warana. Le wara, ça veut dire dans leur langue la connaissance. Le warana, c'est le principe de la connaissance. Les Indiens Sateré-Maoé disent toujours « Nous venons du warana, nous sommes les fils du warana ». Donc le warana nous enseigne des leçons que l'on va rediriger vers le monde extérieur, pas l'inverse. L'inverse, c'est prendre des choses du monde extérieur qu'on va imposer chez les Indiens. Ça peut s'appeler la colonisation, ça peut s'appeler le capitalisme, tout ce que tu veux. Mais inverser la logique, ça veut dire partir du point de vue d'origine, de là où on est enraciné, des traditions. Et à partir de là, on va construire quelque chose. Des filières et de l'économie, de la valeur, de la connaissance et du savoir. Donc, pour revenir à des choses plus concrètes, quand on est au bureau ou quand je me lève le matin, bah oui, une entreprise comme Guayapi, on fait de l'alimentaire, on fait de la cosmétique. C'est des secteurs qui ont des réglementations très complexes en Union européenne. Alors ça, c'est vrai que Guayapi, on a acquis une expertise assez particulière, assez solide, on va dire, sur la mise sur le marché des plantes, des cosmétiques, des formulations, les nouveaux aliments, les plantes traditionnelles. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile. On a affronté des choses très compliquées, on a affronté des rigidités administratives, on a affronté des incohérences, des incompréhensions de ce que sont en fait des choses du monde entier, quoi. C'est-à-dire que l'Europe a créé parfois des choses... Enfin bref, c'est une autre question, mais en tout cas, ça, c'est clair que la connaissance juridique de ce qu'on fait, elle est fondamentale aussi, dans quoi on s'inscrit, etc. Et ensuite, bah, voilà, être bien entouré. Ça, c'est important aussi. C'est un lieu commun, mais c'est vrai que Guayapi, on n'a pas vocation à tout centraliser. Nous, notre métier, c'est sourcer des matières premières, des plantes d'exception. Par contre, qui va certifier sur la biodiversité? Ça va être le docteur en écologie des systèmes au Sri Lanka. Qui va nous aider pour l'approche interculturelle avec les producteurs, les Amérindiens? Ça va être des anthropologues, des sociologues. Qui va nous apporter des éclairages sur la gastronomie, sur les plantes, les environnements, les géographes, etc., etc. Et justement, on devient plus solide en ne centralisant pas tout. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est très important, que ma mère a réussi à faire et que j'espère tenir, c'est que en diffusant de la connaissance et en s'entourant, on crée des systèmes beaucoup plus résilients, où finalement chacun a sa place. Par exemple, nous on travaille avec un façonnier cosmétique qui est un formulateur, un ingénieur en cosmétologie, Vincent Bourgetot, qui est ethnobotaniste à la base, donc il connaît toutes les plantes et en plus il fait des formulations cosmétiques. C'est comme ça qu'il a fait la poudre de douche au Warana, au Palo Santo, il a fait le shampoing en poudre à la Cérola, au Camu Camu, qui sont des innovations cosmétiques. Là, par exemple, le dernier produit, je sais pas si tu le vois, mais c'est un tatouage éphémère amazonien, un tatouage à base d'une plante qui s'appelle le Genipape d'Amazonie, qui est un tatouage éphémère qui dure 15 jours, 3 semaines et qui s'efface. Et ça, c'est une formulation aussi basée sur l'observation des savoirs des populations autochtones. Ok, génial. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi et c'est quelque chose que je suis en train moi-même d'expérimenter puisque j'ai recruté pas mal de monde dans mon équipe récemment et effectivement le fait de s'entourer et de, comme tu disais à un moment, chacun a sa place et en fait on peut pas être expert dans tout et on n'a pas besoin d'être expert en tout. Finalement, laissons les experts faire et travailler avec nous et finalement c'est ce qui va faire qu'on va pouvoir exceller dans notre domaine. Parce ouais, que absolument. en voulant tout faire, finalement on n'a pas le temps de tout faire de toute façon, donc et ce sera moins bien fait. Ouais, un autre exemple dont j'ai pas parlé, c'est en fait la mutualisation qu'on fait Guayapi de notre travail. La mutualisation, c'est-à-dire partager l'expérience dans des collectifs et des groupes qui vont s'occuper de thématiques précises. Et c'est pour ça que j'aime bien dire, voilà, on est une entreprise collective. Guayapi, on appartient à un certain nombre de groupes, d'organisations et d'appartenances, d'institutions, qui vont travailler sur des sujets dans lesquels ils sont bien meilleurs que les nôtres. Par exemple, on est membre administrateur de Commerce Équitable France, qui est le collectif français des acteurs du commerce équitable, qu'ils soient des ONG ou des entreprises. On est membre d'une autre association qui s'appelle l'association Cosmébio, qui regroupe 400 membres de la cosmétique naturelle et biologique en France, et qui est la plus grande association d'ailleurs de cosmétique naturelle dans le monde. On va être membre de Synadiète, le syndicat national des compléments alimentaires. On est membre, alors là plutôt à titre personnel, du mouvement Slow Food. Ouais. On a évoqué, qui milite pour une alimentation bonne, propre et juste.
on va être membre donc du réseau international de forêts analogues dont je t'ai parlé pour la reconstitution des écosystèmes et ce réseau va apporter un système de certification qu'on utilise pour nos produits qui s'appelle les produits de jardin-forêt, Forest Garden Products, qui est une certification bio, équitable et qui va garantir la biodiversité. Et donc, tous ces collectifs nous prennent du temps. On passe beaucoup de temps Guayapi dans ces collectifs, mais ça permet de construire collectivement, en fait, le commerce équitable. Ça passe des lois. C'est comme ça que sociétalement, on avance ensemble et pas tout seul. On fait pas un chemin tout seul comme ça. Et youpi, moi, j'ai un label, j'ai ci, j'ai ça. Enfin, c'est pas comme ça qu'on va pouvoir construire des choses durables. Ouais, ok. C'est super intéressant ce que tu dis. Et justement, parce que j'ai eu le sentiment que, enfin, tu l'as un petit peu abordé très légèrement, mais je sais pas si ça va être l'une de tes réponses, mais depuis que tu as rejoint Guayapi, est-ce que tu peux nous parler d'un challenge que tu as rencontré en particulier, d'une difficulté, d'un challenge? Ah, il y en a pas mal, hein. Un challenge qui peut être intéressant à partager, c'est que donc on a 30 ans cette année Guayapi. Et vous imaginez qu'en 30 ans, les codes visuels et esthétiques sont pas les mêmes qu'en 1990. C'est sûr. L'énorme chantier qu'on a amorcé en 2015 et que seulement maintenant on est en train enfin de finir, c'est l'évolution de notre identité visuelle. C'était un sacré boulot parce que on a revu toute notre identité visuelle qui a évolué. Elle est inscrite dans des racines, mais elle a évolué. Et donc ça a impliqué un chantier assez immense qui était de reprendre tout ce qui avait été fait pendant 25 ans, de packaging et de le faire évoluer. Alors ça, c'était un gros boulot parce qu'en plus, nous, faut savoir que Guayapi, le secteur des super aliments, des compléments alimentaires est très réglementé en Europe, et particulièrement en France. Ouais. Et donc, on travaille vraiment avec les autorités de près pour savoir ce qu'on a le droit d'écrire sur ce que fait telle plante ou ce qu'on n'a pas le droit d'écrire. Donc ça a été un travail où on a dû articuler en gros les objectifs de com en mode marketing, ouais, il faut qu'on vende ça, c'est super et tout, et la réalité juridique en mode non, mais attendez, cette plante, on a le droit de dire qu'elle fait ça, mais pas ça. Et en plus, toute la réalité logistique derrière de dire bon bah faut produire tant de boîtes, mais combien, et il y a des minimums de quantité. Enfin, ceux qui travaillent un peu dans les métiers vraiment alimentaires, cosmétiques avec des produits savent très bien de quoi je parle. C'est vraiment une articulation un peu multidisciplinaire des différents services d'une société. Ouais. Il faut qu'il y ait un dialogue entre la logistique, la communication, le développement commercial et le juridique, par exemple. Alors ça, voilà, c'est un exemple. Ah, tu m'étonnes. Assez chaud. Et qu'on a, voilà, ça y est là, je crois qu'enfin, on a fait une première version des packs. Il y a eu des améliorations chez nos clients, nous ont dit voilà, on pourrait mieux vendre si on fait ça. On les a écoutés, on a refait. Je crois que là, en 2020, pour les 30 ans, ça y est, le bon rail. Je pense qu'on est bon pour 10 ans, au moins, j'espère. Ouais, et ben, s'il y en a parmi nous qui nous écoutent, qui achètent les produits Guayapi, voilà, vous pouvez en avoir conscience. Ouais. Moi, personnellement, je les trouve super beaux, vos packaging, donc... Merci. Ok. Ouais. Comment est né le nom Guayapi? Qu'est-ce que ça veut dire et comment vous avez trouvé le nom? Alors, comment ta mère a trouvé le nom? J'avoue que je sais pas, enfin, elle m'a raconté, j'étais pas là ou alors j'étais tout bébé, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que ça vient de la racine du guarana, le gua, hein. Okay. Mais je crois que c'était l'idée de le guarana qui vous rend heureux, Guayapi, en fait. Ah, ok. Ah, j'adore. Après, il y avait l'idée aussi d'un mot international qui s'entende un peu dans toutes les langues. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que souvent en France, les Français ont plus de mal à retenir le nom que ouais, Guayapi, c'est quand même souvent on sait pas où mettre le Y et tout, mais Guayapi, ouais, c'est ça. Ah, c'est vrai que le Y, je sais jamais trop où le mettre, c'est vrai ça. Ah, tu vois, exactement. Et c'est clair. Et on est tous comme ça. Et après, bah, en espagnol d'ailleurs, guay, ça veut dire super. Enfin, il y a plein d'interprétations, hein. Happy, et voilà, c'était ça l'idée. J'adore. Ouais. Ok. Et c'est vrai que ça fait très joyeux quand on l'entend. Okay. Ouais, happy. Et comment est-ce que tu peux nous parler un peu des étapes de A à Z très très globalement, hein, parce qu'évidemment il y a plein de choses, mais du moment du choix de qu'est-ce qu'on va lancer comme nouveau produit
à la vente du produit concrètement, enfin à partir du moment où vous avez l'idée, au moment où ça se retrouve au magasin, qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors ouais, c'est une très bonne question aussi. C'est le nerf de la guerre d'ailleurs, et je peux te dire qu'il y a pas mal d'obstacles. Pourquoi? Parce qu'en fait, en Union européenne aujourd'hui, il y a un catalogue, un règlement en fait, si tu veux, un règlement de l'Union européenne qui s'appelle le catalogue des nouveaux aliments. Et en fait, c'est un catalogue qui est censé réglementer l'accès donc, aux aliments nouveaux à la consommation des Européens. Le problème, c'est que quand on lit les définitions de ce règlement, c'est vraiment adapté pour les produits plutôt chimiques, les produits transgéniques, les produits de synthèse inventés en laboratoire, vraiment des choses chimiques. Et l'UE a eu la mauvaise idée de mettre dans tout ce catalogue toutes les plantes traditionnelles du monde entier. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas consommées en Europe traditionnellement. Donc elles sont nouvelles dans ce sens. Ok, d'accord. Et en fait, le gros problème, c'est que c'est un catalogue qui est très bien adapté pour les molécules isolées, les nouveaux produits, vraiment au sens de on invente un truc en laboratoire. Où, clairement, faut avoir du recul, parce que moi, désolé, je vais pas consommer une molécule qu'on a inventée en laboratoire hier. Clairement du recul, et puis il faut pas oublier aussi quelque chose. 1821, c'est l'année à laquelle on a isolé pour la première fois une molécule dans toute l'histoire de l'humanité. Donc il faut savoir maintenant que notre alimentation et notre médecine moderne est fondamentalement basée là-dessus, mais on a un recul de 150 ans. À contrario, encore une fois, les plantes en totem, on a des reculs de millénaires. Mais c'est dangereux quand même. Ouais, alors par contre, voilà, ce qui est fou, c'est qu'on sait pas, etc., et que l'UE va toujours nous dire non, mais on sait pas. Bon, enfin, c'est absurde, mais malheureusement, c'est comme ça. Il faut travailler avec, et ce qui fait que du coup, nous, chez Wayapi, on aurait des milliers de plantes qui existent, qu'on aimerait valoriser. Et qu'on ne peut pas. Okay. Et qu'on ne peut pas, ça a été la chance de Wayapi aussi, c'est qu'en 1990, quand l'activité a été créée, ce règlement n'existait pas. Et ça a permis justement d'identifier toutes ces plantes. Alors, par exemple, dans notre bibliothèque chez Wayapi, on a un livre qui s'appelle l'encyclopédie, le dictionnaire des plantes utiles du Brésil. Parce que quand Wayapi, on a travaillé au début, on s'est tourné vers le Brésil, de par sa richesse historique en phytothérapie, avec les plantes d'Amazonie, etc. Il y a 6000 plantes utiles dans le dictionnaire. Okay. La plupart, sans doute, sont en voie d'extinction, parce que personne s'y intéresse, et parce que aussi, il y a des barrières à l'entrée au marché, comme celle que je viens de citer. Et c'est ça aussi qui crée que les populations traditionnelles se meurent, parce qu'elles n'ont pas de quoi vivre dignement de leur travail. Et ça, c'est un énorme problème. Donc, la sélection des plantes de Wayapi, par exemple, elle a été faite en disant, bon, sur ces 6000 plantes, on va en sélectionner une vingtaine. Dedans, il y avait le guarana, le guavandé, la stevia, la uña de gato, le lapacho, le calucanidas. Donc, nous, souvent, on va observer tout d'abord. Ce qui est important, je crois, c'est, pour avoir un business model qui soit éthique aussi, c'est de ne pas répondre à la demande des consommateurs. Toute notre économie, elle est beaucoup fondée sur l'idée que c'est le consommateur qui est roi. Mais nous, on va plutôt parler de la logique inverse. On va dire non, les producteurs sont à la base. C'est d'abord eux qui font écouter. Le consommateur, il faut qu'on l'éduque. Il faut qu'on enseigne et qu'on l'habitue. À la fois par ses papilles, par ses actes d'achat, son palais, son goût, etc. À tous ces produits. Peut-être ça part de l'observation de terrain et de l'ouverture. Et quand on voyage, quand vous rencontrerez le mouvement Slow Food, vous rencontrerez dans le réseau de Terra Madre, par exemple, qui est le réseau de Slow Food des communautés de la nourriture du monde entier, des milliers de produits incroyables dans le monde entier que proposent des paysans, des producteurs qui sont le fruit justement d'histoires collectives, de coévolution entre les hommes, les paysages qui ont fait ces aliments depuis parfois 2000 ans, depuis plus parfois. Et ça, on se dit, waouh, il y a une richesse. Et aujourd'hui, bah oui, 75% de notre alimentation, elle est basée sur 12 espèces végétales. Donc il y a un appauvrissement de la biodiversité génétique qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'il y a une diversité de produits accessibles dans l'économie de marché de consommation, mais en fait, à la base, c'est pauvre. C'est toujours les mêmes produits qui sont déclinés, qui sont réinventés. Enfin, on peut prendre des rasoirs, par exemple. Moi, ça me scie à chaque fois, on va inventer le rasoir qui coûte mieux, mais attendez, qu'est-ce qu'on va vendre 100 000 rasoirs? Non, il faut revenir à des choses fondamentales. Donc, l'observation, en fait, des populations autochtones, de leur savoir, c'est à la base les voyages. Et là, on va trouver des choses exceptionnelles qu'on va avoir envie de valoriser. D'accord. Donc, tu l'auras compris, l'essentiel de Wayapi, finalement, il est presque, le travail qu'on fait, il est beaucoup politique, dans l'éducation qu'on fait, parce que par exemple, là, le tatouage éphémère amazonien au Genipapo, c'est un concept, il faut le mettre en avant, il faut expliquer le Genipapo, les mythes qu'il y a derrière, etc.
il y a tout ce travail, mais c'est vrai que malheureusement, aujourd'hui, on a des barrières juridiques et des applications de la loi qui font que c'est très dur de mettre en avant des produits traditionnels. Ça, c'est clair. C'est beaucoup plus simple de vendre des produits conventionnels, issus de monoculture, etc. Et ça, c'est un gros problème. Ça, c'est un problème. Ok. Donc du coup, en gros là, si je résume, il y a la partie où vous réfléchissez donc à quel produit vous allez sélectionner. Ensuite, vous allez sur place pour voir les. Ah, c'est l'inverse. On va Ok. sur place d'abord, sans a priori. C'est ça un peu d'ailleurs l'idée du voyage, hein, où on dit c'est le chemin qui compte plus que la destination, n'est-ce Ouais. pas? Ok. On est un peu comme ça, et là, dans ce coup, on va voir le Warana, quoi. C'est un truc incroyable, etc. Donc, Ok. c'est plutôt comme ça. Et Et à après, vous partir de là, essayez de le faire valider. mais encore et toujours, il faut savoir quelque chose. Quand il y a des demandes de la part des populations autochtones et des producteurs, Ouais, d'accord. c'est-à-dire qu'en fait, il faut surtout pas imposer nos demandes de consommateurs, surtout européens occidentaux, aux producteurs du Sud, des Ok, Suds. je comprends. La base, c'est plutôt de voir, ok, quels sont les besoins, les nécessités et les produits traditionnels et les écosystèmes que travaillent les populations traditionnelles. Et là, on va avoir une diversité d'offres. Et à partir de là, bien sûr, on va choisir en fonction des besoins, de ce qu'on peut vendre, de ce qui va être faisable ou non. Mais c'est vrai que, par exemple, Guayapi, je dirais qu'on a des centaines potentiellement de produits qu'on connaît, mais qu'on ne peut pas pour l'instant commercialiser à cause de ces barrières juridiques, par manque de temps, etc. Ok. Donc après, en gros, vous rentrez à Paris et là, vous demandez par exemple, de quoi, pardon, tu disais? C'est un travail de déclaration juridique, un travail Ok. très très chiant juridique. Ok. On nous demande des choses. Là, je parle vraiment, il faut bien que les auditeurs aussi comprennent qu'on travaille sur des produits alimentaires et cosmétiques, hein, qui sont Ouais. des produits spécifiques très réglementés, des compléments alimentaires. Ok. Donc là, le retour, c'est souvent un moment où on va nous demander des choses qui sont adaptées pour l'industrie pharmaceutique, chimique et industrielle, avec des histoires de molécules, des cases à remplir, des attestations en veux-tu, en voilà, qui sont insensées, hein, c'est kafkaïen parfois, hein, là, et en France en plus, enfin, je veux dire, on est vraiment des rois par rapport à ça, de la complexité parfois inutile de la bureaucratie administrative. Et donc là, il y a un long chemin Ok. de travail juridique, de Ok. déclaration, etc. Et une fois que c'est validé, alors? Une fois que Une c'est fois que c'est validé. validé, là, on peut passer aux choses sympas qui sont, alors, comment on le market, le packaging, la mise en avant, les allégations, à quoi ça sert, à qui on va le vendre et comment. Ça, c'est le Ok. meilleur. Et j'ai Ok. envie de dire que ça, c'est presque pour nous. Alors, je sais que ça va être bizarre, hein, parce que il y a des entreprises, 80% de leur temps, voire 99% de leur temps, c'est juste ça, hein. Il y a même des Ouais. entreprises incroyables, parce que vous savez, il y a des entreprises qui arrivent à vendre du vide, hein, et ça marche, c'est fou, mais ça marche. Mais nous, c'est plutôt l'inverse. Nous, on passe 90% du temps, je pense, enfin, 20% du temps ou 50% sur le terrain, 40% encore à faire ses déclarations et tout, et finalement, la ligne finale, c'est les 10%, on va le mettre sur le marché. Et Ok. là-dessus, on est un peu originaux, mais en même temps, c'est ça le travail un peu de ceux qui, quand on présente des produits nouveaux, c'est ça. Parce qu'après, une fois que c'est déclaré, bah, c'est public. Donc tout le monde peut faire un peu ce qu'il veut. Et c'est là où, Ouais. d'ailleurs, il y a des dérives. Et c'est là où on retrouve un peu, enfin, cette idée de monoculture, je l'ai évoquée, juste pour dire un mot, à la base, c'est une idée plus agronomique, c'est on utilise un écosystème, on va planter un type de végétal avec une main-d'œuvre étrangère. Ça réduit les coûts, c'est moins cher, etc. Mais en fait, la monoculture, ça crée une monoculture des esprits, comme dit Vandana Shiva, par exemple, l'activiste. Et donc, c'est pour ça que on est toujours étonné, moi je suis toujours étonné de voir comment on réinvente des choses qui existent déjà, on refait des produits qui existent déjà, qui vont être mieux, mais mieux de quoi, bah, je sais pas. Et en fait, il y a une telle diversité, je trouve qu'il faudrait Hmm. travailler ensemble, voir ce que l'existant a, et voilà, pour voir comment développer des choses ensemble, Ouais. quoi. Ouais. Ok. Ouais, c'est super intéressant. Et toi, en tant que directeur adjoint, avec, ben, tout à l'heure, tu me disais, finalement, bah, je fais tout, je fais un peu tout, parce que c'est ça d'être entrepreneur. Comment tu t'organises au quotidien pour justement tout concilier? Est-ce que tu as des conseils ou des petits trucs que tu utilises au quotidien pour mieux t'organiser et réussir à tout concilier? Hmm, au niveau professionnel et personnel, enfin à Ouais, tout niveau. ouais, Bah, c'est vrai que c'est une question complexe à laquelle j'avoue que là j'ai pas vraiment de réponse. Je suis en train de le faire parce que effectivement la vie d'un entrepreneur, on a tendance à se donner à 1000 et donc à plus forcément voir de frontières. mm, On a parlé, tu t'en as parlé mieux que moi sans doute, mais c'est vrai que je pense que, enfin, comment dire, il faut trouver l'équilibre entre
faire ce qu'on fait par passion avec une vraie éthique, comme on le disait, et une proposition qui soit réellement originale, inscrite dans des racines, c'est ça. Hein. Je pense que ça, c'est quand même la base, parce que finalement, tant qu'on a des bonnes racines et qu'on sait que c'est juste, les choses après couleront. Mais c'est vrai que, oui, il faut savoir diriger son énergie, mettre des frontières, avoir un bureau aussi, c'est bien dans la mesure du possible, ou même mettre des frontières spatiales, physiques. Après, honnêtement, tout ça, ça s'apprend sur le feu. Peut-être rendez-vous dans 10 ans et tu me reposes la question avec plaisir parce que même dans 5 ans, peut-être. Là, j'avoue que tu vois, ma réponse, elle est pas super. Ok. Et aujourd'hui, il y a combien de personnes qui travaillent, qui sont employées chez Guayapi? Parce que tu me parlais de vos partenaires, etc., des personnes avec qui, avec lesquelles vous coopérez. Mais combien vous avez de salariés et quels sont leurs rôles? Oui, voilà, parce que c'est ça, pour un peu être en concret la structure de la société. Aujourd'hui, on est 8 salariés qui sont répartis dans 2 sites, essentiellement les bureaux où on travaille, qui est le siège social de Guayapi, et on a un showroom boutique où t'es venu, qui est juste à côté, rue de Charenton, où on a un et demi conseiller en vente, parce qu'on travaille pas mal avec des gens en tant que... Un et demi, il est coupé en deux, le deuxième. Il y a un, et après il y a du soutien et demi, voilà, qui vient en plus. Non, je rigole. Donc ce qui fait qu'après, en plus, si on rajoute les personnes à temps partiel et les consultants, on peut dire qu'on est une équipe de 12 personnes. Ok. Donc c'est réparti entre donc le showroom boutique qui est un peu la vitrine de Guayapi. C'est la seule boutique qu'on a qui est la vitrine. Et au bureau après, donc on a donc la direction générale où il y a ma mère et moi. On va avoir tout ce qui est la partie logistique achat, qui est un gros boulot parce que évidemment c'est tout ce qui est approvisionnement. Et c'est très complexe de gérer des chaînes de valeur internationales, des importations de produits qui viennent de populations autochtones de fin fond du monde, auxquelles tu m'étonnes. De plus en plus absurdes, de plus en plus rigides. Enfin, voilà, j'en parlais tout à l'heure, mais ça c'est un gros boulot. Et après, tout ce qui est emballage, les packaging, l'approvisionnement au sens large, les transports. Il y a le département financier, administratif, qui est très important. Bien sûr, les finances, les comptables, on a une DAF à temps plein chez Guayapi, Estelle, qui s'occupe de tout ça. L'administratif, c'est extrêmement important parce on amasse chez Guayapi une quantité d'informations assez faramineuse entre les producteurs, les plantes, l'origine des plantes, les collectifs, les appartenances, les ventes, les clients. Je vous passe tous les détails, mais c'est énorme. Donc un énorme boulot. Finalement d'archivage, de classification pour bien savoir où trouver l'information aussi. Ça, c'est un conseil que je peux donner, justement, l'information. Aujourd'hui, on est dans l'ère du digital, mais ce qui est intéressant, c'est que Guayapi a eu une grosse activité avant l'ère du digital. Et Guayapi, on doit toujours jongler, et c'est ça qui est pas mal, avec des dossiers physiques, avec des choses qu'on imprime, des classeurs, des papiers, et c'est bien en fait. On se rend compte que finalement, dans nos activités, le tout digital n'est pas adapté, et que dans des sociétés historiques comme ça, le papier, le physique, ça a un rôle important. Et bien sûr, la relation humaine, ça permet de dire aussi qu'on a fait l'expérience du télétravail, qui s'est globalement bien passé avec le confinement, mais c'est vrai que l'échange physique, d'être dans un lieu où on peut échanger, c'est beaucoup plus productif, stimulant, et des meilleures idées Complètement. Et du coup, après, il y a un département de communication événementielle qui est très cossu aussi parce que pour vendre des produits un peu inconnus, il faut quand même avoir je veux dire, voilà, encore une fois, on vend du Warana, de l'Unia des gâteaux, de la poudre de douche, c'est des choses quand même qui sont très originales, donc faut vraiment mettre le paquet niveau com, sur les réseaux sociaux, mais aussi les supports de com, on travaille avec la presse, on a une agence de presse qui fait des communiqués, et rédactionnels pour appeler les journalistes, qu'ils en parlent, etc. Événementiel, ça c'est super important, on fait une 30aine de salons par an, ça c'est dans l'ADN de Guayapi, des salons grand public, comme Marjolaine, Vivre Autrement, Prime Vert à Lyon, etc., donc des salons bio-écolo, des salons professionnels aussi, comme Biophare, qui est le plus grand salon de produits bio du monde, qui se tient en Allemagne tous les ans, mais c'est aussi un salon mondial, ou alors des salons exceptionnels, comme le salon Slow Food, Terra Madre Salone del Gusto, qui a lieu tous les 2 ans à Turin, et qui, voilà, installé cette année, malheureusement, ça va être un petit peu remis en cause et partiellement digitalisé, mais c'est un super salon, ça, vraiment, Terra Madre, c'est, waouh, c'est, il y a des gens du monde entier qui viennent, des petits producteurs de 7000 petits paysans producteurs de 170 pays, c'est incroyable. Et enfin, on va avoir tout le département du développement commercial où finalement je m'implique le plus actuellement, qui est globalement ambiancer nos réseaux de 3000 clients de boutiques bio spécialisées en France et en Europe, et on exporte aussi Guayapi.
dans plusieurs pays, en Asie aussi, voilà. Et les nouveaux clients, bien sûr. Et après, il y a tout un travail d'être sur le terrain. On travaille avec des ambassadeurs qui vont visiter les boutiques, etc. Bon, maintenant, de plus en plus, on développe un peu comme on l'avait fait avec toi, donc des systèmes avec des ambassadrices, ambassadeurs, blogueurs, blogueuses, des réseaux sociaux, etc. Et voilà, ça fait une bonne équipe. Ça fait une bonne équipe. Ça fait du bon boulot à abattre. Ouais, je vois ça. Et tout à l'heure, tu me disais, il y avait un gros boulot de faire des papiers, etc., etc. Et du coup, vous avez pas quelqu'un pour le juridique? Ah, bien vu. J'allais dire, bien sûr, j'allais oublier notre cher ami Valentin qui travaille en télétravail tout le temps. Lui, il est au Brésil justement. Ok. Mais en fait, il est à temps partiel, mais vraiment, enfin, il est à mi-temps, mais constamment, strictement sur les questions maintenant qualité réglementaire. Ok. Et ouais, bah, c'est un boulot à mi-temps, quoi, clairement. Ok, ok. Et alors, comment vous faites pour bien vous coordonner? Parce que bon, ça fait quand même du monde. Pour vraiment créer une cohésion, bien vous organiser tous ensemble. Enfin, est-ce que vous avez mis en place des choses particulières pour bien travailler tous ensemble? Bah oui, en fait, la parole, la communication est centrale. Enfin, vraiment échanger physiquement autour d'un verre de guarana au bureau, ça c'est vraiment la base. Ça semble bête, mais je crois qu'il faut le redire parce qu'on est tellement dans du digital maintenant que ça marche pas pour nos activités où il y a de la chair, c'est incarné ce qu'on fait. Il y a vraiment cet aspect-là. Donc ça, je crois que c'est central. C'est-à-dire que les personnes qui arrivent chez Guayapi, de toute façon, les personnes qui arrivent chez Guayapi en général sont des gens passionnés qui ont une éthique aussi. Hein. Ils viennent par Guayapi aussi parce qu'ils vont trouver du sens. Ouais. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, un des critères de base qui fait le ciment de notre activité. Et après, je crois que oui, c'est vrai que aujourd'hui, enfin surtout notre génération, on est beaucoup dans cette idée de start-up, on va tout pour révolutionner, mais je trouve que travailler dans une boîte il y a 30 ans, c'est très instructif, parce qu'on se rend compte que, bah, en fait, il y a plein de choses qu'on a à apprendre de nos aînés. Je crois que tout ne sera pas digital, enfin ça amène plein de choses positives, mais il faut qu'on reste aussi ancré dans cette réalité. Ouais. Il faut savoir jouer avec tout ça, et du coup l'information, quand elle est bien partagée, par des protocoles, hein. Ça a l'air con, mais en même temps, c'est là où on n'est pas une start-up, encore une fois. On a des règles qui ont fait leurs preuves au cours des 30 ans. Souvent, justement, enfin, même moi, quand je suis arrivé chez Guayapi, j'étais vachement comme ça. Des jeunes qui arrivent, les nouveaux, ils veulent tout refaire, ouais. Mais en fait, ces idées, elles ont souvent été pensées déjà. Ouais. Et il y a déjà quelqu'un qui a pensé, qui a parlé avec quelqu'un d'autre, ça a été, et souvent, ce qui est fou, c'est que l'information se perd. Alors, faut la retrouver. Mais du coup, il y a toujours cette idée de se référer à l'existant, à l'historique, parce qu'en fait, souvent les questions qu'on se pose et les réponses qu'on va trouver, elles existent déjà. Ouais, ok. Il s'agit de trouver cette information. Et pour ça, voilà, il y a un chemin, il y a des méthodes, et c'est là où on fait beaucoup de transmission. Guayapi, on est finalement une société de transmission, clairement, de transmission et de passion. Guayapi, ça s'est beaucoup fait par des rencontres, des passions, des amis, des familles. Et j'espère vraiment continuer comme ça parce que c'est vraiment du coup une entreprise ouais, familiale au sens de la transmission et du partage. Ça, j'espère vraiment pouvoir le faire, ouais, vraiment. Ok. Et donc tu me dis, donc c'est vraiment la communication qui est au cœur, voilà, de cette, enfin, qui vous permet d'avoir une vraie cohésion et d'être bien coordonnés tous ensemble. Est-ce que c'est cadré dans le sens, vous faites une réunion par semaine ou une réunion par jour, ou est-ce que finalement c'est plus, c'est pas forcément cadré comme ça et c'est juste, ben vous allez vous parler tous les jours un peu, voilà. Alors c'est pas cadré. Globalement, c'est assez flexible et la porte est toujours ouverte. Donc il y a beaucoup de réunions informelles qui se font. Ça fonctionne essentiellement comme ça. Après, globalement, le lundi matin, c'est un jour où on met pas mal de choses en place pour la semaine. D'expérience, on s'est rendu compte que les choses tendent à s'accumuler au fur et à mesure de la semaine, et on se retrouve souvent le vendredi après-midi avec un tas de dossiers super chiants et dans un tunnel et juste à un moment, quoi. Et en fait, ça, c'est lié au fait que souvent, on reste un peu devant nos écrans, parfois, en début de semaine, parce que c'est tranquille. C'est ça qu'on veut éviter. C'est d'éviter de rentrer dans ce tunnel informatique qui parfois nous absorbe, et qui fait qu'on a du mal à revenir dans la réalité du fait qu'on travaille collectivement avec des vraies personnes physiques, et justement profiter de ce temps-là pour partager l'information. Et en fait, ça, c'est un apprentissage réel, mais qui a vraiment un effet très puissant de mieux organiser le temps dont on dispose, en fait. Et c'est vrai que du coup, généralement, c'est le lundi matin qu'on va préparer tout ça, d'autant plus que pour ceux qui sont dans le commerce, ils le sauront, mais le lundi, c'est souvent le moment où les boutiques sont fermées. Et donc, c'est le moment où on peut, les ambassadeurs sur le terrain, on va pouvoir échanger avec eux,
leur partager toutes les nouvelles qu'il y a eu, s'il y a eu des rédactionnels presse, des publications, un communiqué sur un produit, c'est ce moment-là. Donc voilà, on essaie de tout regrouper au maximum et de transmettre au plus vite ces infos au début de semaine, clairement, ouais. Ok. Et ça ressemble à quoi une journée dans la vie de Bastien? Une journée type? Et ça, c'est depuis que... Bah franchement, déjà, j'ai la chance de vivre pas loin de mon bureau à pied. Ça, c'était une condition sine qua non. Le logement où je me trouve avec ma compagne, il a vraiment été sélectionné pour que je puisse y aller à pied ou en vélo, parce qu'à Paris, c'est moi, enfin, après des années à me trimballer en métro plusieurs heures par jour, parfois, c'était nine, quoi. Donc, c'est la vie de quartier, déjà, que j'apprécie beaucoup, qui est à Bastille, à Ligre, qui est dans le 12e à Paris où on est basé, que j'apprécie beaucoup, et c'était important pour moi, voilà, d'avoir un pied-à-terre dans ce quartier personnel et professionnel, de m'y ancrer. Et ensuite, non, c'est l'aventure, justement. Une fois qu'on arrive au bureau, enfin là, par exemple, ce matin, c'était il fallait appeler le Sri Lanka parce qu'il y avait des choses qui se passaient là-bas dans une société d'écotourisme, et donc bien comprendre l'anglais des Sri Lankais. Donc voilà, il faut appeler. Après, on va appeler des clients, ou on reçoit des appels de clients qui veulent des produits, il faut ambiancer. Enfin, en fait, c'est un peu une aventure. Franchement, j'avoue que ça, c'est sympa aussi. On sait jamais trop ce qui va se passer. Il y a toujours des plans qu'on fait. Ouais. Il y a plein de surprises, et ça, c'est agréable aussi, quoi. C'est-à-dire qu'on est clairement pas dans un travail monotone. Ouais. Donc après, voilà, il faut savoir aussi travailler avec. C'est un vrai rythme à prendre, Ouais. mais je pense qu'avec le temps, c'est une expérience à prendre, et on s'habitue justement à relativiser et à garder son espace pour avancer. Ouais. Mais c'est vrai que les journées types sont journées suivent et ne se ressemblent pas. Ouais, complètement. C'est vrai que ça, c'est assez. Enfin, je dirais que c'est vraiment ce que je préfère dans l'entrepreneuriat, hein. C'est le fait que on ne peut pas s'ennuyer, c'est impossible. Et justement, toi, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce qui fait que tu aimes à ce point ton métier? C'est quoi ce que tu préfères en tant qu'entrepreneur? Ouais, c'est la liberté, je pense. Enfin, c'est une liberté paradoxale, parce qu'en même temps, quand on dirige une entreprise, il faut être là physiquement à des horaires de bureau. Globalement, je peux pas diriger une entreprise et pas être là. Enfin, bien sûr, quand dans mes voyages en Amazonie, au Pérou, etc., on n'est pas là, mais il faut être là quand on est là. Vraiment, cette présence, elle est importante. Donc, il y a une liberté parce qu'en fait, on est libre de diriger dans le sens où on veut amener l'entreprise. Après, oui, il faut quand même comprendre que c'est une sorte de discipline à prendre qui est importante et une vision de long terme, je l'espère. Après, encore une fois, moi, c'est pas forcément, j'avoue, dans un podcast des héros, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais j'ai jamais rêvé d'être entrepreneur. Ouais. Mon rêve d'enfant, c'était plutôt justement, alors d'être en fait un aventurier. J'adorais Indiana Jones, les voyages, c'était ça. Pour moi, l'entreprise, elle est un moyen pour ça. Ouais, ok. Mais c'est vrai qu'après, j'ai fait un doctorat aussi parce que j'aime bien approfondir les sujets, j'aime bien écrire, j'aime bien la philosophie, j'aime bien l'anthropologie, et ça, je trouve que c'est ça aussi qui me motive. Je trouve qu'on manque de ça dans les entreprises, on manque de cette assise un peu théorique où à un moment on a envie de dire mais arrêtez de raconter n'importe quoi. Enfin, il faut qu'on ait des choses sensées quand même. Et en même temps, de l'autre côté, j'aimerais bien amener plus d'entreprises dans la recherche et dans les milieux universitaires qui sont parfois enfermés hors sol dans des théorisations qui ne sont plus utiles face aux défis qui nous attendent. Et peut-être que c'est ça finalement donc qui me motive, et pourquoi j'ai choisi de rejoindre Guayapi en tant qu'entrepreneur plutôt que de faire une carrière dans la recherche et l'université. C'est parce qu'aujourd'hui on est face à des défis très globaux, très complexes, qui sont le changement climatique, les inégalités sociales et économiques, la dégradation environnementale. Et ça, il faudra qu'on les résolve avec une approche interdisciplinaire, multivisionnaire, avec des points de vue, des perspectives différentes. Et c'est pour ça que Guayapi, en tant qu'entreprise, ça apporte tout ça. On peut, entrepreneur, casser les codes, ne pas rester dans des théories toutes faites ou dans des rails. Il y a les bases, qui sont fondamentales, tu l'as compris. Mais voilà, c'est ça qui me motive, c'est que je me dis que tout est possible, on peut réinventer plein de choses, et ça c'est cool. Ouais, tout est possible, on peut réinventer plein de choses, complètement. Voilà. Ok.
On arrive quasiment au terme de ce podcast. Si tu devais, j'aime bien terminer avec ça, si tu devais donner un conseil, allez, 2 si tu veux, à celles et ceux qui veulent se lancer, qui ont un projet, ce serait quoi? Alors, je dirais, lancez-le. Il faut essayer, avoir la fougue de la jeunesse, voyager vraiment. Ça, on en a beaucoup parlé, mais je le réitère. Enfin, ne loupez pas et allez là où on ne vous dit pas d'aller. Allez en dehors des guides, hors des sentiers battus, expérimenter. C'est là qu'il y aura les plus belles surprises. Enfin, encore une fois, c'est en marchant, c'est en voyageant qu'on fait le chemin, et c'est ça la beauté de la vie aussi, c'est les rencontres. Et ça arrive par cette incertitude, cette liberté du chemin qui arrive quand on n'a pas vraiment d'objectif clair. Et je crois que cette espèce d'errance, elle est nécessaire justement. Et en même temps, je crois que il faut aussi mûrir. Enfin, le conseil, ce serait ralentir aussi. Ne pas lancer trop de choses tout azimut. On est dans un monde qui est dominé par la vitesse, le court-termisme, qui ne mène qu'à l'ignorance et à l'individualisme. Il faut aussi apprendre à ralentir, à mûrir et à regarder ce qui existe déjà, tout simplement. C'est ça, hein, l'idée de la contemplation à la base, hein, c'est regarder ce qu'on a autour de nous. Et je crois que là aussi, il y a des très très belles surprises. Et donc voilà, ce serait ça mon conseil, un peu une injonction paradoxale, mais à la fois se lancer, y aller, voyager, errer, et en même temps ralentir, contempler et réfléchir. Voilà, vraiment, ce serait ça mon conseil. Waouh, merci Bastien, sincèrement d'avoir répondu à toutes ces questions. Ce podcast, il est juste hyper riche enfin moi j'ai appris énormément de choses et je suis sûre que je vais pas être la seule. Donc merci infiniment. Pour ceux qui nous écoutent, je vais vous mettre tous les liens de Guayapi dans la description. Merci à tous pour votre écoute. Avant de se quitter, surtout si le podcast vous a plu, pensez à le partager en nous taguant moi et Guayapi aussi en story sur Insta ou sur Facebook. Et puis pensez aussi à vous abonner si vous voulez être informé des prochains invités. Belle journée à tous, à très vite.